Un grand angle consacré au vin dans un instant, à consommer bien sûr avec modération, le vin dans tous ses états avec Olivier Pouls de la Revue du vin de France. Bonjour Olivier Pouls. Bonsoir. Alors vous animez une émission culinaire, d'ailleurs et gustative sur Europe 1. Les papilles font de la résistance, c'est le samedi à 18 à 19h. Voilà. Et puis vous êtes rédacteur en chef adjoint de la Revue du vin de France. C'est une des revues les plus importantes, je crois, consacrée au vin en France. Elle date de 1927, c'est le plus vieux titre consacré au vin au monde, très probablement. Voilà. Et vous avez aussi un site internet. On a évidemment un site internet aussi. Alors en ce moment, c'est l'époque de la foire des vins, c'est traditionnellement en septembre. On peut dire que la qualité du vin, et parlons d'abord du vin français, elle s'est nettement améliorée ces 20 dernières années. Oui, considérablement. C'est vrai que même quand on prend ce qu'on appelle des petits vins, c'est-à-dire des vins entrée de gamme pas très chers, on ne trouve plus les défauts qu'on pouvait trouver il y a encore 20 ou 30 ans où on avait vraiment de la solide piquette pratiquement imbuvable. Oui, l'œnologie a fait beaucoup de progrès, on a compris beaucoup de choses, on a avancé aussi dans la culture de la vigne, on sait aujourd'hui que pour faire un vin, en tout cas marchand, sans défaut majeur, il faut respecter un certain nombre de protocoles, avoir des raisins qui soient mûrs, sains, et puis le moins possible les bidouiller. Et en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des prix modiques, on a des vins qui sont acceptables en termes de qualité. Ça reste quand même un produit assez cher, le vin, ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il faut se dire que c'est un petit peu comme quand on achète de la nourriture ou même des vêtements, il y a une juste rémunération finalement pour les gens qui le font. Et quand on achète du champagne à moins de 10 € ou quand on achète du vin de Bordeaux à moins de 2 € la bouteille, on ne peut pas rémunérer convenablement le travail de gens qui vont devoir vendanger, vont devoir s'équiper, vont devoir faire face à la concurrence mondiale, etc. Donc il y a forcément un petit prix à mettre. Je pense que pour du vin français acceptable en termes de qualité, il faut mettre au minimum 4 ou 5 €. Et puis évidemment, après, ça monte très très haut, parfois trop haut d'ailleurs, pour certains vins qui ne justifient pas des prix à plus de 1000 € la bouteille, par exemple. Là, parfois, on paye un nom, on paye un symbole, on paye du rêve. On paye une marque, on paye de la rareté. Les vins les plus chers sont généralement extrêmement rares et très demandés. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une demande mondiale sur tous ces vins qui est de plus en plus importante, avec l'ouverture de marchés qui n'existaient pas il y a encore quelques années. On pense à la Chine, mais des marchés comme par exemple l'Amérique du Sud, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont des grands amateurs de vin qui sont prêts à payer extrêmement cher pour des bouteilles prestigieuses. Et comme le vin, par définition, ce n'est pas un produit qu'on peut fabriquer en usine, quand il n'y en a plus, les prix montent. Les Français, ils ont plutôt tendance à réduire leur consommation de vin ces dernières années? Oui, depuis au profit de la bière, par exemple? Alors, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, sous l'effet aussi de politiques visant à lutter contre l'alcoolisme, car rappelons-le, le vin se consomme évidemment avec modération. La consommation de vin a été divisée à peu près par deux, en fonction du nombre d'habitants, au même rapport du nombre d'habitants. Alors, il y a eu un petit déport qui s'est fait, la bière est plutôt tendance, il y a eu quelques spiritueux aussi qui ont plutôt bien marché, mais le vin reste un produit plutôt tendance, les jeunes y reviennent d'ailleurs, les gens consomment moins mais en consomment mieux. Le fameux rouge à 10 degrés qu'on buvait du matin au soir, qui était à table. Vous savez, les ouvriers de vigne par exemple en France, dans leur contrat, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on leur donnait 3 ou 4 litres de vin à 10 degrés pour aller se désaltérer quand ils travaillaient. Aujourd'hui tout ça a disparu, heureusement d'ailleurs, et donc la consommation a beaucoup été modifiée. Moins mais meilleur. Voilà. Exactement, en termes de qualité. Alors, on entend dire aussi souvent que les vins se ressemblent, qu'il y a une sorte d'uniformisation des vins, des goûts du vin ou des vins, et que, on a compris ce que le public attendait, ce que le consommateur aimait comme vin, et finalement, tous les Côtes-du-Rhône se ressemblent, plus ou moins. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une bonne question. On ne peut pas nier qu'il y ait aujourd'hui, dans l'industrie du vin, donc dans des grandes entreprises qui cherchent à produire des grands volumes pour contenter le public, une recherche d'aller rencontrer le goût du consommateur. Mais le grand vin de terroir, finalement, normalement, doit assez peu se manipuler en termes de goût. Il a le goût de son origine, le goût de son origine exprimée par son cépage. D'ailleurs, une Syrah des Côtes-du-Rhône, comme vous le disiez, n'a pas le même goût qu'un Cabernet Sauvignon de Bordeaux, par exemple. Alors c'est vrai que certains disent qu'il y a une petite uniformisation due à certaines techniques, notamment l'utilisation de bois neuf, qui a tendance parfois à niveler un peu tout ça. Je crois que
en tout cas pour ce qui est des grands vins d'appellation d'origine contrôlée et des grands vignerons, on n'a jamais été aussi précis dans l'expression des terroirs. Je crois que ce procès ne les concerne pas vraiment. Alors, la concurrence, évidemment, est de plus en plus forte. Il y a le vin de France, bien sûr, qui a pas mal souffert ces dernières années parce qu'il était devenu beaucoup plus cher. Il faut dire qu'en particulier dans le Bordeaux, il y avait parfois eu des dépassements de prix. Là, ils se sont un petit peu assagis. Mais il y a toujours quand même la concurrence. On fait du bon vin à peu près partout aujourd'hui dans le monde. Oui, il y a énormément de pays qui produisent du vin, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, en passant par la Chine, qui est aujourd'hui un acteur important. En Amérique latine aussi, en Argentine, au Chili. Exactement. Je pense qu'en termes de vin qualitatif, ce qui est quand même ce que nous savons produire de mieux en France, nous restons les leaders incontournés du monde. Les grands vins de Bordeaux, les grands vins de Bourgogne, les grands champagnes, les grands Riesling d'Alsace restent des références absolues que le monde entier souhaite boire. En termes de marque, la France est encore très forte. En termes d'image, de symbole et même de qualité. Où effectivement l'affaire est plus compliquée, c'est quand on attaque des marchés de vins, on va dire entrée de gamme, c'est-à-dire des vins pas chers. Et là, c'est vrai que nous ne sommes pas très compétitifs par rapport à des pays comme l'Australie, par exemple. Là, on parle de vins à 2-3 euros la bouteille. Ils ont des coûts de fabrication ou d'élaboration de ces vins qui sont inférieurs aux nôtres. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le marché français, malgré le transport, ils restent encore concurrentiels. Ils restent extrêmement concurrentiels et c'est vrai qu'en France, produire du vin à 2 euros la bouteille de qualité, on ne sait pas vraiment faire. Et donc, ce que le vignoble français doit bien comprendre, c'est qu'il ne s'en sortira, il ne maintiendra cette position d'excellence qu'en étant bon, qu'en étant regardant sur la manière dont il travaille et qu'en visant l'excellence. Alors, on a parlé de la Chine, mais là aussi, les Chinois, j'ai vu qu'ils étaient devenus le deuxième pays en termes de surface et le 6e producteur mondial. Alors, ils ont planté ça va très vite. Beaucoup, oui, ça va très très vite là-bas. C'est un pays qui s'est tourné, s'est intéressé en tout cas au monde du vin depuis pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années à peine. Mais là-bas, les choses vont évidemment à une vitesse exponentielle. Ils ont beaucoup planté. Alors, il faut se méfier des chiffres qui sont donnés. C'est vrai qu'ils ont énormément de vignobles, mais on ne sait pas très bien à quoi sont destinés les raisins qui sont produits sur ces vignobles. Pas uniquement à faire du vin, il y a aussi beaucoup de raisins de table et des raisins secs. C'est un pays qui est très producteur de raisins secs aussi. Donc en termes de volume de vin, effectivement, il reste loin derrière nous, mais ça monte. Il faut les regarder avec intérêt. Moi, j'y vais depuis de nombreuses années. J'ai vu naître finalement l'aventure du vin chinois. Je la suis avec beaucoup d'attention. En 10 ans, ils ont fait des progrès considérables. Ils sont passés, on va dire, de vins tels que nous les produisions il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire sans grand intérêt, à des vins qui aujourd'hui, pour certains, sont vraiment bons. On ne trouve pas encore de vin chinois dans les magasins français? Non, parce que d'abord, ils sont sur des modèles économiques un peu compliqués, c'est-à-dire que c'est des vins qui sont très chers, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis, ils ne sont pas encore dans la cour des très grands, tout simplement parce que pour faire du grand vin, il faut aussi avoir des vieilles vignes. Il n'y a pas de très grands vins sans vieilles vignes. Or, ils n'ont que des jeunes vignes pour l'instant. Et ça, c'est uniquement une question de temps. Il y a des grands noms qui ont été achetés par des Chinois, alors, à l'inverse, qui sont venus acheter des châteaux en France. Oui. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils ont dû copier en fait le métier de vigneron? Alors, c'est vrai qu'on a craint, en voyant arriver à Bordeaux notamment, des investisseurs chinois qu'ils viennent et nous voler notre savoir-faire et nos vignes. Alors, d'un, ils partent jamais avec le terroir et les vignes sous le bras pour les installer là-bas. Ils continuent à produire en France. Ils s'intéressent à ce qu'on fait. Bordeaux a toujours été une terre qui a captivé les investisseurs du monde entier. Les Anglais sont venus, des Belges, aujourd'hui ce sont des Chinois. Évidemment qu'ils viennent apprendre. Mais vous savez, le terroir spécifique que nous avons et qui fait notre force, une fois encore, quand je vous disais tout à l'heure que la France reste un pays de référence, c'est parce que nos terroirs restent incopiables. Et ils ne pourront pas faire dans le Ningxia, par exemple, l'équivalent exact de ce qu'on fait dans le Médoc. Si ce n'est, évidemment, s'inspirer de nos techniques de production, mais ça, vous savez, faire du vin, c'est jamais qu'une recette. Tout le monde peut l'apprendre. À propos de terroir, est-ce que le réchauffement climatique, justement, a une influence? Est-ce que ça a une influence positive ou négative sur les vins? Alors, pour l'instant, en France, on va plutôt dire que c'est positif. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on a plus connu de millésimes tellement difficiles qu'il faut... Il y a 20 ou 30 ans, on chaptalisait pratiquement 1 an sur 2. C'est-à-dire chaptaliser, on rajoutait du sucre parce que le raisin n'était pas mûr assez. Aujourd'hui, on a plutôt des problèmes dans certaines régions pour justement juguler cette haute maturité. Donc on va dire que pour la qualité de vin, des vins jusqu'à maintenant, c'est plutôt une bonne chose. Il ne faudrait pas que ça aille trop loin
et trop longtemps non plus. On va voir comment les choses vont évoluer. Dans certaines régions, ils sont d'ailleurs en train de l'anticiper en réfléchissant sur la possibilité qu'on aurait d'adapter d'autres cépages qui sont plus résistants à la chaleur, à des épisodes de sécheresse, etc. Mais jusqu'à présent, la France s'en tire plutôt bien et ce réchauffement climatique, en tout cas, nous permet une meilleure régularité dans la qualité de nos vins, même s'il reste qu'il y a toujours des accidents climatiques. Alors il y a des trucs un peu anecdotiques, mais c'est peu connu, mais on fait aussi du vin au Québec, figurez-vous. Oui. Et alors la demande est forte parce que les vignerons québécois, ils espèrent quintupler leur production d'ici 2030. On va voir un producteur québécois qui s'appelle Jean Joly, et il est vigneron en Montérégie, oui je ne me trompe pas. Il est interrogé par Pierre Dezorgue, on l'écoute. Actuellement, au moment où on parle, on a 135 vignobles de petite taille et la production totale ne dépasse pas 2,5 millions de bouteilles. Ça va augmenter au cours des prochaines années. Mais 2,5 millions de bouteilles, tandis que les Québécois en boivent 250 millions. Tous les vins, des types de vins, je veux dire, doivent passer par un comité d'agrément qui garantit que le vin est sans défaut. Et ça a augmenté la notoriété des vins du Québec. Et la certification va être remplacée probablement cette année, dès le millésime 2017, par une appellation. C'est une indication géographique protégée. La majorité des vins sont faits à partir d'hybrides français que la France avait adoptés à l'époque de la crise du phylloxéra. Comme les hybrides français sont moins sensibles au froid et moins sensibles aux maladies, ça nous a aidé à faire une implantation de ce type de cépage-là. En général, les conditions climatiques, elles ont changé en France, mais elles ont aussi changé au Québec. Je dirais depuis 30 ans que la viticulture existe, la moyenne de la durée sans gel a augmenté d'environ 15 jours. Alors c'est important pour des producteurs d'obtenir un label d'origine contrôler, protéger. Il y a plein de labels. Hein, oui, mais vous voyez que la France reste un exemple qui fascine le monde entier. En Chine, ils commencent à y réfléchir aussi. Les États-Unis s'y sont mis. C'est la reconnaissance finalement d'une spécificité d'un lieu, qu'on ne fait pas simplement du vin comme on pourrait faire du Coca-Cola, mais que le vin doit toujours avoir le goût du lieu dans lequel il est né, que le climat évidemment québécois, le sol québécois n'est pas le même que celui de la Bourgogne. Et en ayant accès justement à cette appellation d'origine contrôlée, ils vont protéger leur style, leur goût, et ils vont éviter qu'on essaie de les copier. Merci beaucoup Olivier Pouls. Alors je signale aussi que vous êtes un des co-auteurs du guide des meilleurs vins de France, qui est édité d'ailleurs par la revue du vin de France. Exactement, édition 2018 qui vient de sortir. Là, il y a 6459 vins français essentiellement. Français exclusivement, qui ont été goûtés, notés et commentés. On a commencé par la France, on retourne à la France. Merci beaucoup d'être venu dans le 64 minutes.